C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI avec aujourd'hui cet enjeu, navire attaqué, l'Iran relance la guerre. Une phrase nous a marqué aujourd'hui. Il semble bien que Trump ait pris la décision de mettre fin à la guerre. C'est signé une source proche du président. Oui mais les Iraniens en ont décidé autrement. Menace de Khorramshahr 4 envoyée sur la place de la Révolution en plein cœur de Téhéran. Regardez ces images de cette parade et comptez sur nous pour vous dire tout ce qu'il faut savoir sur ce missile iranien à sous-munitions aux capacités redoutables. Oui mais des navires visés par des tirs iraniens dans le détroit d'Ormuz. 2 ont été saisis. Nous reviendrons sur la guérilla navale qui repart de plus belle. La guerre des tankers est elle-même relancée. 6 navires iraniens également aux mains des Américains. Alors face à ça, quelle carte dans le jeu de Trump? La reprise des bombardements? Où, quand, comment? Les moyens sont-ils sur zone? Les États-Unis exhibent, ce sera notre autre point de cette émission, sur le pont de leur porte-avions Bush, un laser anti-drone et qui est présenté comme une étape majeure. Alors en quoi est-ce si important? Encore une fois, analyse de l'arme et de l'image. Oui, ces cartes. Quelle carte a-t-il encore dans la main le président américain? Un pari. L'étouffement de l'économie iranienne. Trump dit que l'Iran, je cite, meurt de faim pour du cash. Pari risqué, pari perdant. Parlons-en, notamment avec nos équipes sur le terrain, toujours mobilisées. Nous serons aux États-Unis, nous serons en Iran, bien évidemment. Alors, navire attaqué, l'Iran relance la guerre. Écoutez, regardez. La marine du corps des gardiens de la révolution islamique, dans le cadre du contrôle intelligent du détroit d'Ormuz, a intercepté ce matin 2 navires en infraction. L'ennemi doit accepter que nous sommes dans une position de victoire et qu'il est dans une position de défaite. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Elisabeth Shepard-Selam. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférences à l'Université de Tours et vous êtes spécialiste défense et sécurité. Bonjour Général Jean-Paul Perruche, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On est ravis de vous recevoir dans le grand dossier. Vous êtes ancien directeur général de l'état-major de l'Union européenne. Bonjour Lucas Manger, je suis bien sûr contente et ravie de vous retrouver. Vous êtes grand reporter spécialiste des relations internationales. Et bonjour Xavier de Giacomoni, ravi. Bonjour pareillement, éditorialiste international LCI. Et dans quelques instants, nous serons rejoints également sur ce plateau par Pierre Servant. Pour commencer cette émission, gravement blessé au Liban, un 2e soldat français est mort après avoir été rapatrié. Son nom, le caporal-chef Anicet Girardin. Dans la même embuscade contre des soldats de la Finule, samedi, un autre militaire a trouvé la mort. On le rappelle, le sergent-chef Florian Montorio. Alors je me tourne vers vous, bien sûr, Général Perruche, et peut-être d'abord pour exprimer l'émotion. Oui, c'est toujours dramatique de perdre un militaire dans tout combat, mais j'allais dire dans cette situation particulière où normalement les militaires là ne sont pas faits pour combattre. Ce sont des militaires qui sont là pour observer un cessez-le-feu. Ça rapproche cette circonstance d'ailleurs de ce qu'on avait connu en Bosnie dans les années 93-94, où là aussi on avait perdu pas mal de soldats, je crois une 50aine en tout, pendant les années les plus difficiles de ce conflit en Bosnie. Donc c'est toujours très très difficile, c'est un drame, mais aussi la perte de soldats, j'allais dire, fait partie du contrat au départ. Que vous soyez jeune engagé ou que vous soyez entrant à Saint-Cyr, vous êtes averti. C'est-à-dire que les gens savent que dans le contrat, il y a ce risque. Vous voyez ? Je me tourne vers Xavier de Giacomoni, puisqu'il y a peu de temps encore, vous étiez sur le terrain au Liban, vous êtes rendu dans cette zone précisément où sont morts ces soldats, morts pour la France. C'est ce que dit le président français d'ailleurs qui a fait l'annonce aujourd'hui. Et c'est un terrible, dramatique rappel de la situation extrêmement compliquée dans cette zone. Oui, très compliqué parce que ce sont des soldats de la paix mais qui ne peuvent absolument pas la porter. Là où ça s'est passé, on est à moins de 2 kilomètres du front. Donc vous avez des positions israéliennes, vous avez des positions du Hezbollah et eux essayaient de tracer une route, de la déminer notamment pour permettre l'accès à un poste de la Finule, un poste avancé vraiment quasiment entre les deux belligérants et c'est à ce moment-là qu'ils sont tombés sur quelque chose. On ne sait pas quoi pour le moment, on n'a pas encore d'informations mais visiblement on le comprend, quelque chose que le Hezbollah ne voulait pas qu'il voie. Ça peut être une cache d'armes, ça peut être un poste de tir qui braquait les Israéliens de l'autre côté. Et ils ont été... Ce qui est assez extraordinaire dans ce qui s'est passé, c'est que ça a vraiment été un combat quasi au corps à corps, à l'AK-47, à la Kalachnikov, donc extrêmement près. Et Anicet Girardin est mort des suites de ses blessures 4 jours après l'embuscade. Et je précise que l'hommage national
qui doit être rendu au sergent-chef Florian Montorio, aura lieu demain. Je voudrais en venir donc maintenant à cette autre image dans le grand dossier, cette image qui marque tellement les esprits, et d'ailleurs c'est fait pour. Ce nouveau missile balistique d'une portée de 2000 km qui peut transporter des ogives pesant plus d'une tonne que le régime a fait parader, rien que ça, dans les rues. Ça s'est passé ces toutes dernières heures. Dans un instant, Lucas Manger va tout vous expliquer, mais prenons la direction des États-Unis. Mathieu Kerman, merci beaucoup d'être avec nous, avec Julie Janus en direct de la Maison-Blanche. Mathieu, après le nouveau recul de Donald Trump, je le rappelle, il a prolongé le cessez-le-feu. Avançons. Ou plutôt, Mathieu, comment on avance du côté de Washington sous la pression maximale de l'Iran? Quelle suite pour Washington face à ce missile iranien à sous-munitions aux capacités redoutables exhibées et face aux tirs iraniens sur des navires? On va également en reparler. Eh bien, ce que je peux vous dire ici, Amélie, c'est qu'on parle du revers de Donald Trump et de cet échec dans ces négociations. Et on parle surtout de la provocation iranienne. Vous venez de montrer ces images du côté de l'Iran et donc cette provocation contre Donald Trump. Et on sait que Donald Trump déteste être provoqué. Il déteste le chantage. Ça, il l'a encore dit la semaine dernière sur ses réseaux sociaux. Mais c'est vrai que beaucoup soulignent quand même cet échec sur les négociations. Et c'est pour parler du côté d'Islamabad. Et ici, aux États-Unis, il y a deux camps qui s'opposent. Vous savez, il y a d'un côté la ligne dure du régime qui dit finalement que Donald Trump a cédé sur tout, que c'est un recul de la part du président américain et que c'est un signal de faiblesse envoyé au régime iranien, qu'il fallait rester droit dans ses bottes et finalement bombarder une nouvelle fois l'Iran. Et puis de l'autre, il y a ceux qui expliquent que c'est peut-être une pause tactique réalisée par le président américain et que c'est pour repartir entre guillemets de plus belle et que c'est entre guillemets bien joué de la part de Donald Trump. Et en réalité, il y a deux équations pour le président américain. Répondre à cette provocation dont on vient de voir les images en direct sur LCI, répondre encore plus fort et jouer le risque de l'escalade sans savoir jusqu'où cela pourrait aller. Ici, à la Maison-Blanche, personne n'est capable de dire au président américain jusqu'où pourrait aller le régime iranien. Et puis, de l'autre, il y a l'option choisie par Donald Trump et ce cessez-le-feu prolongé de 3 à 5 jours selon les médias américains. Et certains expliquent que le président peut perdre en crédibilité sur la scène internationale. Toujours est-il que Donald Trump s'est entretenu avec une journaliste américaine du New York Post il y a quelques minutes et qu'il a dit que les négociations pourraient reprendre d'ici vendredi du côté d'Islamabad. Alors est-ce un coup de bluff pour forcer une fois encore le régime iranien pour revenir à la table des négociations? Eh bien on le verra dans les prochaines heures. Merci beaucoup. Merci Mathieu Kerman avec Julie Janus depuis la salle de presse. On le voit donc de la Maison-Blanche. Et donc on en revient à cette image du Khorram Sharkat qui a fait son entrée sur la place de la Révolution à Téhéran. Et vous verrez qu'il serait même capable d'atteindre Israël en moins de 12 minutes. Et on va se poser toutes les questions. Est-ce synonyme de frappe forte, imminente de la part de Téhéran? Ghalibaf, qui est le négociateur en chef, dit bien dans ces termes, il est temps pour l'Iran de reprendre l'initiative. Lucas Manger, on avance ensemble. On explique à nos téléspectateurs de quoi on parle précisément. Alors, il nous faut insister, Lucas Manger, d'abord sur ces images. Parce qu'elles sont fortes, elles sont spectaculaires. Et ne soyons pas naïfs, elles sont faites pour qu'on se dise c'est fort et c'est spectaculaire. Ce sont des images de propagande diffusées par la télévision iranienne, mais qui sont effectivement assez fortes parce que ce qu'on va y voir, c'est ça. On est hier soir, plein centre de Téhéran, vous l'avez dit, c'est la place de la Révolution. C'est vraiment l'un des symboles du régime de la République islamique. Ce camion tracte le fleuron de la technologie iranienne, le fameux Khorramshahr 4, qui est l'un des missiles balistiques les plus dangereux au monde. On ne sait pas combien les Iraniens en ont exactement, de quelques dizaines à quelques centaines, mais cette simple image, vous voyez, là, il est monté comme s'il était prêt à tirer. Évidemment, il ne va pas être tiré d'ici, depuis un camion militaire. Ce qui est impressionnant, c'est le monde qu'il y a autour de cette démonstration de force. Et ça en fait un symbole vraiment de la puissance. Aujourd'hui, il y a le message qui est envoyé au monde, mais particulièrement à Washington, c'est « Regardez, nos missiles sont en plein cœur de Téhéran et les gens les soutiennent ». C'est ça aussi. Il y a une foule quand même qui est là. On ne peut pas savoir, honnêtement, Amélie, si les gens qui sont là sont venus de leur plein gré, si on leur a demandé de venir. Il y a des gens qui disent qu'ils ont été payés pour venir. C'est peut-être un peu des deux. Mais il faut bien avoir en tête quand même que la République islamique a encore du soutien dans la population iranienne. Et puis qu'il y a des gens qui sont très lassés, épuisés, voire apeurés par la guerre, et qui donc ont peut-être rejoint un tout petit peu ces manifestations. Encore une fois, c'est une
très grande démonstration de force. On parle de s'unir sous le drapeau dans ces cas-là, c'était un risque depuis le début en effet. Lucas, on parle du dernier fleuron en date iranien, mais qu'est-ce que ce Khorramshahr 4 ? Voilà, pour être simple, ce missile iranien à sous-munitions dont on dit que les capacités sont redoutables. Alors vous avez les chiffres là, les capacités effectivement, 2000 km de portée, ce qui veut dire concrètement qu'il pourrait être utilisé, frapper des pays européens. À 2000 km, vous avez la Grèce, la Roumanie, c'est possible, en théorie. Vitesse, 20 000 km/h, c'est Mach 16, c'est des missiles exo-atmosphériques, ce qu'on appelle exo-atmosphériques, donc ils montent très haut, ils redescendent très vite. Vous voyez là sur cette carte jusqu'où ça peut aller. On voit bien là, ici, la Grèce, la Roumanie, un certain nombre des pays des Balkans, évidemment, qui pourraient toucher, et puis bien entendu, donc, Israël. Ce missile, il a été présenté comme vraiment le fleuron, vous le disiez, parce que c'est un missile à sous-munitions. Alors, il a frappé probablement Tel Aviv il n'y a pas très longtemps, il se trouve que j'y étais, et que les Israéliens étaient très surpris, parce qu'il est difficile à intercepter. Les Israéliens savent intercepter. Le problème de ce missile, si c'est celui-là qui avait été utilisé à ce moment-là, c'est qu'il largue des sous-munitions. Au moment où il rentre dans le ciel, dans l'atmosphère, il largue des sous-munitions. Ce qui fait que les intercepteurs, on a besoin de beaucoup d'intercepteurs pour essayer de détruire les charges. Et à Tel Aviv, le résultat était assez impressionnant, c'est qu'il y avait effectivement beaucoup d'impact autour de la zone du missile. Les Israéliens n'ont pas dit formellement qu'il s'agissait de ce missile-là, mais avaient de sérieux doutes. Je voudrais qu'on regarde une autre image, Lucas. Là, cette fois, on est à Arak. Et là encore, une exhibition de missiles. Et à chaque fois, la foule, les drapeaux, les décorations, les lumières, comme une célébration. Et voilà qui renforce tout l'aspect communication dans cette guerre. La communication du régime, vous avez parfaitement raison. Alors là, c'est un autre missile, c'est pas un Khorramshahr 4, mais c'est encore un missile puissant iranien. Là aussi, comme à Téhéran, de la foule, des drapeaux, vous noterez plusieurs choses. D'abord qu'il y a effectivement énormément de monde, il n'y a pas de symbole religieux. C'est une démonstration de force militaire. C'est aussi un signe que les militaires ont vraiment pris la main dans le pays. Et puis, autre enseignement, c'est qu'on a beaucoup dit que la République islamique avait anticipé éventuellement la mort du guide suprême ou en tout cas une décapitation du régime, mais ils ont fait comprendre que la décentralisation du pouvoir pouvait fonctionner. Ce que ça montre, c'est que des commandants locaux militaires peuvent organiser aussi, là on est dans le centre du pays Arak, des démonstrations de force en même temps que celles qui se passent à Téhéran. C'est pour dire, non seulement on est prêt à faire la guerre, mais on tient le pays. C'est un message très clair envoyé aux États-Unis. C'était parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucas Manger. Général Perruche, là encore le message. L'Iran n'a pas seulement ignoré les ultimatums du président américain, non, à la place, au lieu de ça, il a donc organisé cet événement public pour démontrer sa puissance au milieu de la foule. C'est assez paradoxal parce que si on fait le rapport des forces militaires, naturellement, les États-Unis sont en position de supériorité. Ils sont capables, comme on l'a vu dans les semaines précédentes, de traiter n'importe quel objectif à peu près n'importe quand, avec un minimum de risque. Je vous renvoie à l'affaire des pilotes qui avaient été abattus. Mais ce qui est paradoxal, c'est que précisément l'Iran, qui n'a finalement pas beaucoup moins en tout cas de systèmes d'armes et de capacités que les Américains, s'en sert fort habilement sur le plan politique. Je dirais que le rapport de force est très favorable aux Américains sur le plan militaire, et pourtant l'effet politique est très favorable à l'Iran. Et c'est tout le paradoxe de cette situation-là. Et en montrant quelques missiles comme ça, on ne sait pas, comme vous l'avez dit, combien ils en ont exactement et finalement quel dommage ils pourraient causer avec. Mais le fait d'en avoir déjà et de pouvoir les tirer, c'est déjà très important. Et donc, voilà, ils montrent qu'avec peu de choses, ils peuvent avoir un impact considérable sur la situation. Alors, on a vu les Iraniens dire « nos missiles sont prêts ». Je disais Galibaf qui dit qu'ils vont reprendre l'initiative des Iraniens. Quand on regarde la télé iranienne, on entend et la guerre reviendra dans les heures à venir. Et finalement, au-delà de l'image, c'est bien ça la réalité, c'est que l'Iran n'est plus en cessez-le-feu et l'Iran pourrait taper, frapper vite et fort. Alors, on a cette impression qu'il y a cette message-là qui vient de l'Iran, alors qu'on entend Donald Trump dire il va prolonger le cessez-le-feu. On a l'impression que c'est tout seul qui va le prolonger. On se rappelle quand même qu'il n'y a pas eu des discussions cette semaine à Islamabad. Au contraire, même l'ambassadeur américain en Israël a été rappelé à Washington pour parler de la suite. Donc on est très clairement sur une escalade, à moins que Donald Trump réussisse à les ramener à la table.
on n'a pas cette impression-là, en tout cas, que les Iraniens donnent cette impression à la fois un message aux Américains, aussi un message du pays du Golfe, pas simplement Israël, mais tous les pays du Golfe, parce que demain, si ça recommence, qui sont les premières cibles? C'est pas toujours les Israéliens. Effectivement, les bombes, enfin les missiles à submunition, ça on l'a vu en Israël, mais toutes les installations en Arabie Saoudite et ailleurs, toutes les bases américaines dans la région seront les premières aussi ciblées. Donc on a quand même cette impression d'escalade, et donc ce message aussi en interne pour dire on tient le terrain, mais aussi pour toute la région. C'est une certitude pour vous, Xavier, l'Iran n'acceptera pas ni le blocus américain, ni les exigences, et oui, les frappes vont reprendre? Et ces images nous le racontent? L'Iran considère qu'ils ont déjà gagné. Ils n'ont pas perdu face aux Américains, ils n'ont pas plié, donc ils ont gagné. Et ils se mettent en position de pouvoir répliquer quoi qu'il arrive. Alors le Khorram Char 4, c'est une arme qui peut être redoutable, mais avec un range maximum comme de 2000 km. Et à mon avis, plutôt que de cibler Israël, je suis assez d'accord avec Elisabeth, ils vont plutôt cibler l'économie mondiale à travers les pays du Golfe. Donc évidemment, les flux pétroliers, tout ce que l'Arabie Saoudite a mis en place pour pouvoir exporter son pétrole par la mer Rouge, par exemple, continuer à frapper les installations gazières du Qatar, continuer à frapper le Koweït, les Émirats Arabes Unis, ça passerait plutôt par là. On voit d'ailleurs, quand on regarde cette guerre sur la longueur, que depuis le 28 février, en Israël, ils n'ont pas fait des dégâts phénoménaux. Il y a quelques dizaines de morts, évidemment, mais par rapport à tout ce qu'ils ont lancé, il y a peu de réussite de leurs missiles au sens strict. En revanche, la pression sur l'économie mondiale, elle est extrêmement forte, et à travers les raffineries, d'une manière générale, toutes les installations pétrolières dans le Golfe et le détroit d'Ormuz, ils savent qu'ils ont une carte extrêmement forte à jouer. Siavash Ghazi nous attend depuis Téhéran. Je ne fais jamais attendre Siavash Ghazi. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes correspondant France 24 et RFI. Siavash Ghazi, comment analysez-vous, vous, ces images? Est-ce une déclaration de fin de cessez-le-feu, la preuve que l'Iran va reprendre la guerre des missiles à proprement parler? Est-ce là synonyme de réplique forte et imminente? Non, c'est une démonstration de force des gardiens de la Révolution. Une quarantaine de missiles ont été montrés hier soir lors de ces réunions nocturnes des gens qui descendent dans la rue pendant plusieurs heures, peut-être quelquefois jusqu'à 2 heures du matin, donc en soutien aux forces armées. Donc le fait d'avoir exposé ces missiles, c'est une façon pour les gardiens de la Révolution de dire que ils ont suffisamment de moyens de faire face et d'imposer surtout la volonté de l'Iran aux Américains. On sait que Donald Trump a décidé de prolonger dans un délai qui n'a pas été fixé le cessez-le-feu, en affirmant qu'il attendait la proposition iranienne. Mais pour Téhéran, tant que le blocus américain n'est pas terminé, n'est pas suspendu, pas question de retourner à la table des négociations, pas question, parce que en Iran, on considère, les différentes déclarations le montrent, on considère que le fait d'avoir imposé le blocus contre les ports iraniens, c'est une volonté de la part de Donald Trump d'imposer ce que Téhéran appelle une capitulation et non pas une négociation pour trouver une solution de compromis sur deux dossiers importants. D'une part, le dossier nucléaire et d'autre part, le contrôle du détroit d'Ormuz. Sur ces deux questions-là, il n'est pas question pour Téhéran de céder. Sur le détroit d'Ormuz, cela a été montré ce matin et cet après-midi avec donc des frappes contre un navire marchand britannique et un signal, un message qui vise, je pense, les pays européens qui discutent. Notamment, il y a eu une réunion entre la France et la Grande-Bretagne et d'autres pays européens pour envoyer des forces militaires dans la région pour leur dire attention, c'est l'Iran qui contrôle cette région. Pas question qu'il y ait des navires de guerre étrangers européens qui viennent s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Iran, puisque l'Iran considère que le détroit d'Ormuz fait partie de son territoire, de ses eaux territoriales. Et puis l'autre message, c'est pas question de négocier sur le dossier nucléaire non plus. L'Iran est prêt à suspendre son programme nucléaire d'enrichissement d'uranium pendant 5 ans, un délai
dont il a besoin pour reconstruire toutes ces installations nucléaires qui ont été fortement endommagées, mais pas question non plus d'envoyer à l'étranger les stocks d'uranium enrichi. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères disait il y a 2 jours que ces stocks d'uranium, c'est comme la terre de l'Iran, c'est une terre, c'est quelque chose de sacré pour les Iraniens et pas question de les envoyer à l'étranger. Donc c'est une démonstration de force. Les Iraniens estiment, en résumé, qu'ils sont en position de force et peuvent imposer leur volonté sans qu'il y ait de nouveau une guerre entre l'Iran et les États-Unis. Merci infiniment. Merci Siavash Ghazi, correspondant France 24 et RFI depuis Téhéran. L'Europe a été évoquée dans les propos de Siavash Ghazi. Lucas, vous nous avez évoqué tout à l'heure la portée de ces missiles Khorramshahr 4 qui peuvent toucher l'Europe. C'est le message de dire nous sommes, nous aussi, Européens, à portée de tir. Tout ça compte, c'est un message au monde également ? Oui, c'est un message un peu ourbi et torbi de la part des Iraniens, d'un message de puissance. La réalité, alors il y a eu des frappes iraniennes à Chypre, mais l'Europe militaire je parle sous votre contrôle général, ne se sent pas totalement menacée par les missiles iraniens, parce que malgré les capacités importantes de ce missile dont on a parlé, il y a quand même une distance très grande qui permettrait, le cas échéant, des capacités d'interception par l'OTAN ou les forces européennes de ce missile. Donc il y a peu de risques mais ce qui est important, et c'est ce que disait Siavash Ghazi à l'instant, c'est le message. Le message qui est porté, c'est effectivement, d'abord, nous n'avons pas perdu cette guerre, nous pouvons tous vous menacer, donc vous avez intérêt à respecter notre volonté sur le détroit d'Ormuz. Et puis j'ajoute autre chose, c'est un message à destination des Iraniens. Il y a la puissance du message interne qu'on n'a pas encore évoqué. Le fait, ces images qu'on voit là, le fait de rassembler autant de monde, c'est une manière de dire que les gardiens de la révolution qui ont de facto pris le pouvoir en Iran, on n'a toujours pas vu le nouveau guide suprême, on ne sait même pas s'il est encore en vie ou s'il est grièvement blessé, mais de fait, il contrôle le pays. Donc c'est un message aussi à toute l'opposition qui éventuellement pourrait se dire, est-ce que c'est le moment, est-ce qu'on tente quelque chose, de dire, vous voyez bien qu'on contrôle tout, à l'intérieur et à l'extérieur. Puisque Lucas parlait sous votre contrôle, je vous laisse contrôler. Oui, je suis d'accord sur le fait que l'impact, là encore, c'est une capacité de nuisance que démontre le régime les Pasdaran, on peut dire ça maintenant. Ça ne veut pas dire qu'ils ont intérêt à tirer sur les pays européens dès maintenant. Alors moi, je passe sur le terrain politique, mais même s'ils ont la possibilité physique de le faire, ils n'ont pas forcément intérêt politiquement à le faire. S'en prendre à l'Europe maintenant signifierait quoi ? Il est bien meilleur, comme ça a été dit précédemment, pour eux, d'impacter les pays du Golfe. Voilà, ceux autour desquels l'opinion va se mobiliser le plus, si vous voulez. Et puis, comme vous l'avez dit aussi, on a quand même une capacité antimissile qui n'est pas négligeable. Vous avez sans doute entendu qu'au-dessus de la Turquie, il y avait des missiles qui avaient été interceptés récemment. Ça ne nous avait pas échappé, vous avez raison. Merci beaucoup d'être avec nous, Pierre Servant. Je vous en prie, faites votre entrée sur ce plateau. Vous êtes toujours le bienvenu, vous le savez. Pierre Servant, éditorialiste géopolitique TF1 et LCI. Vous êtes auteur du livre Les guerres modernes, racontées aux civils et aux militaires, aux éditions Campus Perrin. Merci beaucoup d'être avec nous, Pierre Servant. Bonjour Amélie, bonjour à tous. Alors avec bonjour, vous, on va se poser cette grande question. La guerre reprend-elle de plus belle, et ce sous la pression manifeste de l'Iran? Mais d'abord, on voulait vous entendre, Pierre, sur ce Khorramshahr 4, ce missile aux capacités redoutables qui a été exhibé dans les rues de Téhéran ces dernières heures. Écoutez, vous l'avez dit, on est dans une phase extrêmement intense de communication, de mobilisation, d'affichage. Il est possible qu'il n'y ait que de l'eau à l'intérieur de ce missile et qu'il soit en carton. Alors j'exagère, mais je veux dire, on est vraiment dans cette dimension-là. Il y a 3 semaines, j'ai pu parler avec des personnes proches du dossier, comme on dit, et ils me disaient que l'Iran n'avait plus de capacité de fabrication et de propulsion, surtout de fabrication de missiles à longue portée et même, de fusées et de missiles. C'est-à-dire que les stocks ont été détruits, donc ils ne peuvent pas en reconstruire. Les stocks ont été détruits, il leur reste dans leur stock un certain nombre de missiles, mais la capacité de fabrication, et notamment le combustible Propergol dont on parle beaucoup et dont on soupçonne la Chine. On a été plusieurs sur ce plateau à l'annoncer il y a 3 ou 4 semaines en disant que 2 bâtiments étaient partis de Chine chargés potentiellement de ce fameux Propergol, qui est le combustible nécessaire à la propulsion de ces fusées. Celles qui font 4000 km, qui avaient été testées sans doute sans charge lourde en tête
pour menacer, justement pour nous conduire à commenter en disant mais alors là on commente sur 2000, on va dire mais 4000, etc. Voilà, donc il y a toute cette partie qui joue. Donc en revanche, tout ce qui est drone, comme c'est fabriqué dans des ateliers et des garages, ils ont une capacité infinie à en produire. Et puis, mes contacts, c'était il y a 3 semaines. La question, c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant le cessez-le-feu via la mer Caspienne ? Est-ce qu'il y a eu d'autres approvisionnements ? Et là aussi, des précisions intéressantes sur l'aide apportée par la Russie et la Chine à l'Iran. Ce qui fait que, pour répondre à votre question, il y a cette balance entre le constat qu'il y a un matériel détruit et puis il y a des aides. Les Russes ont aidé et aident les Iraniens à camoufler les signatures infrarouges de leurs missiles et de leurs fusées. C'est-à-dire, pour pas que ça soit repéré par les satellites d'observation ou par des avions de reconnaissance, les Russes aident, je ne sais pas comment, mais aident les Iraniens dans ce sens-là. Et dernière chose, la Chine a concrètement aidé l'Iran à taper cette base dans laquelle je me suis rendu pendant la guerre du Golfe, du prince sultan en Arabie Saoudite, et qui avait causé la destruction d'un AWACS et puis de 2 autres avions. La Chine est rentrée là-dedans. Néanmoins, les capacités militaires sont réduites et en revanche, en compensation, le régime fait une mise en scène très spectaculaire et entre guillemets efficace. Et c'est pas terminé puisque dans un instant, on va revenir en images, sur l'acte spectaculaire, l'autre acte spectaculaire de l'Iran. Trump prolonge le cessez-le-feu, mais dans la foulée, Téhéran affirme avoir saisi 2 navires et les avoir redirigés vers ses eaux territoriales. Trump veut arrêter la guerre, c'est ce qu'on apprend il y a encore quelques heures. Il aurait pris la décision, mais n'a-t-il d'autre choix que de riposter face à ça, sans accord diplomatique ? Une escalade militaire renouvelée devient-elle une question de timing plutôt que de possibilité? Et si oui, les États-Unis ont-ils les moyens de frapper fort et de frapper quelle cible? Une étape majeure. Voilà comment est présenté ce laser anti-drone que vous voyez posté sur le porte-avions Bush, pas loin d'arriver dans la zone. Ça aussi, on en parle ensemble avec nos invités dans quelques instants. Allez, à tout de suite. Vous êtes toujours devant le grand dossier et toujours avec cet enjeu. Navire attaqué, l'Iran relance la guerre. Mais avant toute chose, l'essentiel de l'actualité. Le caporal-chef Anissé Girardin, blessé au Liban samedi, est mort. Annonce du président de la République ces toutes dernières heures. L'embuscade contre des soldats de la FINUL samedi avait déjà coûté la vie au sergent-chef Florian Montorio. Sur un autre front, premier feu vert de l'Union européenne auprès de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. C'est l'une des premières conséquences après l'échec électoral du Premier ministre hongrois Viktor Orban qui s'y opposait. Un bon signal selon Volodymyr Zelensky. Et puis cette information TF1 LCI, l'arrestation d'un cybercriminel très influent. Celui qui répond au pseudo de ex-Dex est en garde à vue au siège de la police judiciaire parisienne. Un génie de l'informatique, responsable de très nombreuses fuites de données majeures en France ces tout derniers mois. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Vous en êtes donc toujours devant le grand dossier avec cet enjeu navire attaqué. L'Iran relance la guerre et je suis toujours ravie d'être avec Elisabeth Shepard-Selam, avec Xavier de Giacomoni, avec Lucas Manger, avec le général Perruche. Et encore une fois, merci beaucoup Pierre Servant de nous avoir rejoints dans cette émission. On en vient à la guerre des tankers. La guerre des tankers est-elle relancée? Les gardiens de la Révolution ont tiré sur 3 navires ce matin. 2 ont été saisis. Les forces iraniennes ont attaqué des navires porte-conteneurs naviguant dans le détroit d'Ormuz. Des dégâts, vous allez le voir. Les gardiens les ont redirigés vers les eaux territoriales iraniennes. C'est œil pour œil, dent pour dent, dit Téhéran. Jusqu'où cette logique peut tous nous emmener? C'est la question qu'on va se poser. Mais d'abord, nous allons tout expliquer à nos téléspectateurs grâce à Xavier de Giacomoni. Xavier, pour commencer, on parle effectivement de tirs sur des navires à Ormuz. L'Iran affirme avoir saisi 2 bâtiments. Que s'est-il passé? Scénario tout à fait habituel depuis le début de cette guerre, Amélie, à une différence près, vous allez voir. Des vedettes rapides des gardiens de la Révolution, que l'on voit sur ces images, ont pris en chasse les 3 navires dans le détroit d'Ormuz, 3 porte-containers qui essayaient de sortir pour gagner le large. Parvenus à leur hauteur, les Iraniens ont ouvert le feu à un endroit spécifique, sur la passerelle du bâtiment. Vous savez, c'est cet endroit où il y a le commandant, où il y a l'homme à la barre, d'où l'on pilote le navire, là où se trouve tout l'équipage qui participe à la manœuvre. Une attitude résolument hostile qui aurait pu d'ailleurs faire des morts. L'un des bâtiments, l'Euphoria, que l'on voit
ici, je vais me pousser pour qu'on le voit, a pu s'échapper en fait, poursuivre sa route. Il est actuellement au mouillage au large des Émirats Arabes Unis. En revanche, les deux autres, le MSC Francesca et l'Epaminondas, deux porte-containers donc, ont été saisis par les gardiens de la Révolution. Ils sont actuellement au mouillage, sous bonne garde, au large du port iranien de Sirik, qui se situe juste ici. Alors je voudrais qu'on écoute maintenant la version iranienne à la télé, la propagande, donc regardez. La marine du corps des gardiens de la révolution islamique, dans le cadre du contrôle intelligent du détroit d'Ormuz, a intercepté ce matin 2 navires en infraction. Le MSC Francesca, appartenant au régime sioniste, et le navire Epaminondas, qui, sans les autorisations nécessaires et par des violations répétées ainsi que la manipulation des systèmes d'aide à la navigation, avait mis en danger la sécurité maritime et avait l'intention de quitter secrètement le détroit d'Ormuz. Cette opération a été menée grâce à la surveillance des services de renseignement des forces de combat et dans le but de garantir les droits du noble peuple iranien dans le détroit d'Ormuz. Xavier de Giacomoni, que sont devenus ces navires? Sont-ils des otages aux mains des Iraniens? Oui, on peut le dire comme ça, Amélie. Les deux sont sous contrôle de la marine iranienne, officiellement pour des inspections poussées. En réalité, cela a tous les atours d'une prise d'otage, d'un acte de piraterie moderne. Pas d'informations pour le moment quant au sort de l'équipage. On sait juste que les deux navires qui allaient vers le Sri Lanka et vers l'Inde avaient au moins une quinzaine de jours de vivres. Donc les marins vont pouvoir puiser dedans. De leur côté, en termes de monnaie d'échange, dirais-je, les États-Unis ne sont pas en reste. Xavier, les forces américaines ont maintenant pris le contrôle de plusieurs pétroliers iraniens? Oui, il y a une forme de symétrie de la part des Iraniens, l'application de la loi du talion. On voit sur ces images la saisie d'un pétrolier dans l'océan Indien, c'était hier. Et puis on se souvient qu'il y a 3 jours, le Tuska avait été pris en chasse par un destroyer américain. Le destroyer avait tiré au canon sur la salle des machines, stoppant évidemment le navire. Et puis ensuite, sur ces images, on voit les hélicoptères des Marines qui arrivent à bord, qui descendent à bord et qui prennent le contrôle du bâtiment. Ces bâtiments sont toujours sous le contrôle US. On verra pendant combien de temps les 2 porte-containers qui ont été saisis par les Iraniens resteront entre leurs mains. Merci infiniment Xavier de Giacomoni. Pierre Servant, œil pour œil, dent pour dent. Je le disais, c'est la revendication des Iraniens. Peut-on parler de guérilla navale? Peut-on dire, comme je l'avançais il y a quelques instants, que la guerre des tankers est relancée? On en est là? Oui, la guerre des tankers est relancée et Xavier a tout à fait raison de dire qu'il y a une espèce d'effet miroir des deux côtés et de riposte graduée, y compris dans la maîtrise des bâtiments de l'autre partie. Donc effectivement, il y a eu des tirs sur la passerelle, qui est le poste à partir duquel le pacha du bâtiment a une vue et a les commandes, mais semble-t-il avec de l'armement léger, de façon à ne pas détruire les capacités de manœuvre du bâtiment. De la même façon, sur le Tuska, donc ce porte-container qui avait été arraisonné par un bâtiment américain, où il y a eu des tirs sur la salle des machines, à ma connaissance, les tirs ont été faits avec des obus inertes, non pas des obus explosifs, parce que alors là, pour le coup, vous avez toute la poupe du bâtiment quand même si on a parlé d'obus à retardement, ce que le bâtiment américain qui a tiré a cette capacité de tirer des obus qui percent la coque et qui vont exploser après à l'intérieur, mais ils en ont tiré 3, et là, il y a une partie de l'arrière qui serait partie. Donc en tirant des obus inertes, ça détruit quand même une partie de la machinerie, donc ça stoppe. Après, vous avez l'assaut des commandos, et on les maîtrise. Mais de deux côtés, si vous voulez, jusqu'à présent, il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu de perte humaine, et chacun, la partie du régime iranien et des Américains, disent voilà, nous on fait respecter notre blocus. Mais encore une fois, on est dans une partie de poker menteur, où chacun pose ses armes sur la table, et dès qu'il y en a un qui rajoute un pistolet, une mitrailleuse, l'autre fait pareil. Et voilà, on est dans cette partie-là. Mais le problème, c'est qu'à force d'accumuler du matériel militaire sur la table, un coup peut partir par hasard, entre guillemets, ou volontairement, et là, ça peut partir, pardonnez-moi l'expression qui n'est pas très géopoliticienne, mais en sucette. Oui, mais au moins ça a le mérite d'être clair. Général Perruche, est-ce que tout ça n'est que le début? Dans le domaine maritime, j'entends. On a vu relayer, je ne sais pas si vous avez vu ça également, des médias libanais qui estiment que la suite c'est la mer Rouge par le biais des frappes des Houthis, ou encore des messages émergés du côté de la propagande iranienne quant aux câbles
Internet dans ces eaux, dans ces mers. Ils ont encore de la marge s'ils veulent faire mal, les Iraniens, de ce point de vue-là. Bien sûr, ils ont de la marge. On parle toujours à nouveau de capacité de nuisance. Il n'y a pas besoin de beaucoup de force. Il faut avoir une capacité de causer des torts aux autres. Et là, on voit que dans le cas particulier de ces blocus entre les deux pays, il y a quand même une grande retenue. C'est-à-dire que ils veulent montrer leur capacité de neutraliser ces bateaux, voire de se les approprier, mais ils veulent pas les détruire. Ils veulent pas prendre le risque d'une pollution, par exemple avec un pétrolier. Ils veulent pas prendre le risque de tuer des gens. Vous voyez, dans les bateaux civils des deux côtés. Ils ont mis très longtemps, les Iraniens, avant de saisir des bateaux. Ils auraient pu le faire plus tôt. Ils auraient pu le faire plus tôt. Après, oui. Non, c'est intéressant parce qu'on a cette impression, on est à l'impasse en fait des deux côtés. Parce que justement, chaque côté ne veut pas aller jusqu'au bout. Enfin, on le sent surtout du côté américain qui ne veut pas aller jusqu'au bout. S'ils commencent à tuer des gens pour la pollution, n'en parlons même pas, ce que ça pourrait engendrer. Et l'image. Donc on se demande quand même quelle va être la suite. L'image internationale. Mais ce qui m'étonne un peu en vous entendant, c'est que nous, en arrivant dans cette émission, on s'est dit, l'équipe, la petite équipe que nous formons, c'est la preuve que la guerre reprend de plus belle. Et ce que vous nous dites depuis quelques instants, c'est que finalement... c'est plutôt la retenue qu'il faudrait garder à l'esprit. Derrière les images, attention, on n'en est pas là. Vous le montrez, vous l'écrivez bien, ce sont des images de propagande, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que, d'ailleurs, même ces images de bateaux qu'on voit avec des missiles qui sont quasiment à la même vitesse m'apparaissent, moi, totalement fausses. C'est-à-dire que des vedettes avec des missiles au-dessus, exactement à la même vitesse qu'on voyait tout à l'heure, je vois pas comment des missiles pourraient s'adapter à la vitesse des petites vedettes. Donc on est dans une forme de statu quo. Et vous évoquiez le détroit de Bab el-Mandeb et la possibilité que les Houthis rentrent dans la bataille. Faut pas oublier que c'est possible. Sauf que les Houthis ont été quand même largement bombardés par les Américains pendant 9 mois. Donc une grande partie de leur matériel a quand même dû être soit détruit, soit largement abîmé. Et puis il faut pas oublier une dernière chose, c'est que dans le détroit de Bab el-Mandeb, vous avez Djibouti, et que Djibouti, c'est le seul lieu sur la planète où les Chinois ont une base militaire, avec jusqu'à, on pense, 10 000 soldats chinois à l'intérieur de cette base. Donc commencer à jouer avec les câbles sous-marins qui sont, vous l'avez raison de l'évoquer, ces câbles, ça c'est les images dont je parlais, voilà, tout à l'heure. Les câbles sous-marins, c'est possible, mais ça concerne aussi la Chine, parce que c'est le point, en fait, juste je termine là-dessus, sous le détroit de Bab el-Mandeb, c'est le point, ce qu'on appelle ça des points d'interconnexion, qui relient les câbles Internet de l'Europe, l'Afrique et à l'Asie. Donc vous imaginez les conséquences que ça peut avoir pour la Chine. Bien sûr. Donc si les Chinois continuent à parler aux Iraniens, je pense que le détroit de Bab el-Mandeb, ils auront un œil dessus. Reste que la question du côté des Américains, c'est de savoir si des navires iraniens qui sont, l'Iran qui frappe des navires, à quel point c'est une humiliation pour le président américain. Et va-t-il devoir frapper en retour ? Je vous ajoute quand même un autre élément dans notre équation. Info Bloomberg, l'Iran est toujours en mesure d'exporter son pétrole, j'allais dire tranquillement. Non, mais pas loin, malgré le blocus américain. 34 navires en lien avec l'Iran ont passé le blocus. Et puis regardez comme chaque jour, voire plusieurs fois par jour, Donald Trump lui-même personnellement est tourné en dérision par la propagande iranienne. Regardez. We are having very great negotiations with Iran. If Iran doesn't come to negotiate, we're going to bomb them. 2,000 years later. So where are the Iranians? This is from Iran. All right. Then I will extend the ceasefire at Pakistan's request. Alors, faut se méfier, parce que tout ça, c'est bel et bien une arme de guerre, en réalité. C'est une guerre dans la guerre qui est menée à coup de communication. Depuis la Maison-Blanche, on retrouve Mathieu Karman. Merci beaucoup d'être avec nous depuis la salle de presse de la Maison-Blanche. Mathieu, on disait en début d'émission que selon Axios, le président américain a pris la décision d'arrêter la guerre. Mais est-il piégé ? Et va-t-il devoir riposter suite notamment à ces attaques, ces provocations XXL en provenance des Iraniens dans le détroit d'Ormuz ?
Écoutez, ce qui est sûr, Amélie, c'est que selon le média Axios, qui est généralement très bien informé ici à la Maison-Blanche, Donald Trump pourrait laisser 3 à 5 jours au régime iranien pour qu'il revienne à la table des négociations. Et tout à l'heure, Donald Trump s'est entretenu avec Kathleen Doornobs. C'est une journaliste américaine qui travaille pour le New York Post et qui a très souvent Donald Trump au téléphone. Et il lui a dit que de nouvelles négociations pourraient avoir lieu dès vendredi. Ce qui est sûr, en tout cas, Amélie, c'est que Donald Trump ne veut plus faire la guerre avec l'Iran. Vous l'avez dit tout à l'heure, le média Axios ce matin citait un haut responsable de l'administration de Donald Trump et qui dit, eh bien, Donald Trump a pris la décision de mettre fin à la guerre. Parce que cette guerre pour Donald Trump, elle est très coûteuse, que ce soit d'un côté militaire, d'un côté économique, et donc Donald Trump voudrait donc arrêter tout cela. Et puis il y a un autre aspect, un aspect plus politique. Donald Trump a les yeux rivés vers les élections de mi-mandat au mois de novembre prochain. Il ne veut pas perdre ces élections. On sait que cette guerre au Moyen-Orient et en Iran est particulièrement mal vue du côté du peuple américain, et tout cela, Donald Trump, eh bien, l'a dans la tête. Et Donald Trump aura-t-il le choix justement de rester les bras croisés, de ne pas répondre au régime iranien face à ces provocations? Les vidéos que l'on voyait du côté de Téhéran tout à l'heure et ces vidéos de propagande que vous avez montrées il y a quelques instants, beaucoup d'experts disent non, Donald Trump n'aura pas le choix, il devra prendre une décision, et ce très rapidement. Et si les Iraniens ne viennent pas à la table des négociations, alors que se passera-t-il? Eh bien ça, on le verra dans les prochaines heures. Merci beaucoup Mathieu Kerman, Julie Janus depuis la Maison-Blanche. Merci à tous les deux. Pierre Servan, sans accord, est-ce que c'est l'escalade militaire assurée? Est-ce qu'il existe un risque réel que le président Trump finisse par s'impatienter, par perdre patience au point d'escalader militairement? Et si oui, avec quelle carte encore dans la main du président américain? Occuper les ponts, ouvrir le détroit d'Ormuz à l'aide de destroyers? On voit bien dans votre question, la deuxième partie de votre question, sur avec quoi. Voilà, on a un peu de mal à dire. Bon, si reprenez les frappes, d'abord, on sait qu'il y a des problématiques de stock aussi chez les Américains. Patriotes, missiles de croisière, etc. Ils en ont consommé des quantités industrielles. On sait aussi que sur la prise de l'île de Karg, donc cette île qui est là où se trouvent les terminaux pétroliers iraniens qui sont remplis, le président Trump, à qui l'état-major américain avait proposé une opération, l'a rejeté parce qu'il y a des risques de perte. Donc finalement, il n'y a pas beaucoup de bonnes solutions militaires pour Donald Trump face à un régime qui a montré que dans une guerre asymétrique, il avait une capacité à faire croire, en tout cas à montrer qu'il pouvait résister et même, en quelque sorte, entre guillemets, damer le pion, parce que l'armée iranienne est détruite. Mais pensez que du côté de l'armée américaine, c'est 1000 milliards de dollars, et du côté de l'armée iranienne, du régime iranien, c'est 10 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et je compte même pas la puissance israélienne. Donc vous avez une disproportion. Donc Donald Trump est coincé dans cette équation. Et Mathieu l'a très bien dit, il est coincé dans un calendrier. Le mois de mai, la Chine. Juin, juillet, le début, on parle du début de la campagne pour les midterms de novembre. Et sans compter sa cote de popularité, le niveau de la bourse, etc. Voilà. Et du côté iranien, qui a peut-être un point de rupture qui n'est pas loin. Il est possible qu'au sein du régime, notamment sur le plan économique, on parle de licenciements massifs, de retraités qui ne touchent pas leur pension de retraite, du fait que le régime met la pression pour que les négociations reprennent à condition que les Américains acceptent un deal qui permettrait de débloquer les 20 milliards de dollars d'avoirs iraniens qui sont bloqués, parce que le régime est quand même certainement aux abois. La question fondamentale à laquelle je ne peux pas répondre, c'est le degré de capacité de souffrance. Où se situe le point de rupture des deux côtés et le rapport au temps. Donc on a un régime iranien qui se prévaut de la Perse, même si en fait la République islamique s'est toujours inscrite en faux et en opposition à la Grande Perse, qui était de religion zoroastrienne, qui n'était pas musulmane. Elle est devenue, après la chute de l'empire sassanide, qui était zoroastrien, et les arabo-musulmans ont imposé la religion musulmane. Mais ce régime aujourd'hui se réfère à 3000 ans d'histoire, versus Trump qui dit « je vais détruire la civilisation iranienne ». Donc la question, elle est là, et vous avez raison, c'est est-ce qu'il y a un moment où si véritablement la partie, alors non pas la partie dure du régime, parce qu'il y a que des durs, donc on parle des jusqu'au-boutistes, disent mais de toute façon on tient ce président parce qu'il est faible et on le montre, on se moque de lui et donc on va arriver à l'emporter.
Voilà. En même temps, il y a des échos qui montrent, du côté d'Islamabad, qu'il y aurait quand même du côté du régime une volonté de négocier et justement de profiter de la fébrilité du président américain pour finalement tirer leur épingle du jeu et réassurer le régime pour 20 ans, 30 ans, 50 ans. Et le drame, c'est que ceux qui paieraient cela, c'est la population iranienne. Oui, l'attitude de Donald Trump en ce moment révèle son désarroi devant l'impuissance de la force. Il pensait qu'avec la force, on pouvait tout résoudre. Et là, il se rend compte qu'il est le plus fort, militairement, mais qu'il ne résout rien du tout, et que le temps qui passe, pour reprendre l'expression de Pierre, joue en sa défaveur en ce moment. Vous savez, s'il a reculé une fois de plus la date pour reprendre les hostilités, c'est qu'il n'est pas très sûr de lui, et ça donne l'impression qu'il a peur de reprendre les combats. Alors, il avait annoncé il y a quelques heures qu'il voulait peut-être reprendre les pourparlers vendredi. Regardez en bas de l'écran ce qu'on a écrit. À l'instant, l'Iran fait savoir qu'il n'y aura pas de nouveau pourparlers vendredi. Oui, l'Iran joue sur le temps. Vous avez tous raison. La démonstration, elle s'écrit une nouvelle fois en bas de l'écran. Allez-y, Lucas. Oui, mais dans l'équation, il y a un paramètre que Pierre a évoqué, qui sont les Israéliens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que les Israéliens, eux, jouent une carte un peu, même très différente de celle des Américains. On sait à quel point le Premier ministre israélien a poussé l'administration américaine et probablement Donald Trump en personne à entrer dans cette guerre. Pour eux, ce statu quo est impossible. Il peut pas durer très longtemps. D'abord parce qu'il y a un engagement politique de la part de Benjamin Netanyahou qui a construit sa carrière sur la fin du régime iranien et surtout la fin de la menace nucléaire iranienne. Et puis, on sait aussi que les Israéliens continuent à travailler très activement sur quelque chose que vous évoquiez, qui était la bataille au sein du régime iranien. Les services de renseignement israéliens sont très présents en Iran et eux espèrent, de ce que je lis, mais Elisabeth, vous savez mieux que moi, mais espèrent qu'il va y avoir de telles frictions qui vont en venir à s'entretuer d'une certaine manière. Il y a deux paris de Donald Trump, il y a l'économie et il y a le régime. Mais les Israéliens ne peuvent pas accepter, eux, une situation qui durerait 6 mois comme ça. Parce que pendant ce temps-là, les Iraniens reconstituent, le régime reconstitue sa menace. Le temps est la clé. Elisabeth, et après je vais vous montrer aussi une carte. Pour rejoindre ce que disait Lucas, on a même entendu Barnea, donc le directeur du Mossad, qui dit c'est pas parce que c'est un cessez-le-feu que nous on va arrêter de travailler sur la chute du régime. Et c'est très important. Ce que je dirais, cette différence États-Unis et Israël s'entend aussi, alors que tous les deux sont dans les années électorales, dans l'opinion publique. Ah oui. Alors qu'en Israël, au contraire, ils sont plutôt contre le cessez-le-feu et pour reprendre. Aux États-Unis, c'est l'opposé. Et c'est donc deux temps aussi et deux problèmes avec les élections israéliennes qui viennent avant les élections américaines quand même. En octobre, alors que quelques jours plus tard, en réalité, c'est les élections américaines. Donc il y a quand même une friction là-dessus qui se rejoint effectivement aux Iraniens qui jouent clairement le jeu long. Les Iraniens également qui continuent d'évoquer une attaque surprise des États-Unis. On vous en avait parlé dès lundi. Les Iraniens disent non mais les Américains veulent des pourparlers, mais tout cela n'est qu'un leurre pour déguiser une attaque surprise. Alors, ça vient des Iraniens, donc là, encore pas de naïveté, mais ça réveille quand même cette question. Pierre Servan, si les États-Unis décidaient d'une attaque imminente, en ont-ils les moyens ? On va reprendre nos éléments techniques. On a voulu regarder où se trouvaient les porte-avions, puisqu'ils sont quand même la base également de la puissance américaine. Sur la base d'informations de suivi de vol publiquement disponibles, le groupe de combat de porte-avions se trouve actuellement quelque part près de la côte de la Tanzanie ou encore du Kenya et arrivera au Moyen-Orient dans 3-5 jours. Alors moi je le dis avec mes mots, je vois d'autres dîner de la tête. En fait, Voilà, ce sera le 3e groupe qui arrivera sur place. Les États-Unis pourraient attendre l'arrivée en réalité du porte-avions Bush pour passer à l'étape supplémentaire. Alors c'est possible, surtout qu'il y a des choses qu'on voit pas sur la carte, c'est ce qu'il y a sous l'eau. Ouais. Sous l'eau, il y a des sous-marins nucléaires, sous-marins à propulsion nucléaire, qui sont pas lanceurs d'engins, qui sont des chasseurs d'attaques, qui peuvent tirer notamment des tomahawks, etc. Donc il y a une puissance de feu qui reste considérable dans la région. Mais il y a un courant aux États-Unis de réflexion qui dit si on y va à nouveau, faudra aller jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, c'est des troupes au sol. Et on attaque le régime et on part pour quelque chose. On ne sait pas comment ça peut se passer, mais on peut pas recommencer, puisque finalement ce régime montre une capacité d'encaisser les coups et une capacité de les rendre sur les pays alliés des Américains. Donc c'est un peu ça Donc oui, les Américains, même s'ils ont des problèmes de stock de munitions, que surtout les pays du Golfe manquent de systèmes d'interception, de missiles patriotes, la consommation on a tous donné des chiffres absolument hallucinants.
Voilà. Mais le coup d'après, si vous voulez, là, il faudra, et là, ça bute pour Donald Trump sur ce calendrier. C'est-à-dire que lui, il faudrait que Donald Trump intègre le temps long, une réflexion stratégique, une volonté, une capacité à réunir peut-être des alliés, ce qu'il est incapable de faire, parce qu'il fout la trouille aux alliés de l'OTAN. Personne n'a envie d'aller là-bas parce que l'OTAN n'a rien à faire dans cette région, mais personne n'a envie de mettre des troupes européennes sous un commandement américain dirigé par un personnage qui est foutraque et qui communique n'importe comment. C'est pas possible. C'est la vie de vos hommes. On vient de le vivre encore avec la perte d'un nouveau soldat français. Vous pouvez pas mettre des troupes alliées, alors que de tradition, les Français, les Britanniques notamment, ont toujours très bien travaillé contre Daesh avec les Américains. Ce sont des frères d'armes, les Américains. Vous vous rendez compte que sur les plateaux de LCI, de temps en temps, il y a des questions pour dire mais est-ce que vous vous réjouissez, ces questions qui sont posées à des militaires d'actifs ou de réserve comme moi, est-ce que vous vous réjouissez des échecs américains? Non. Moi, je me réjouis pas de la mort de soldats américains face à ce régime tyrannique, dictatorial, terroriste, qui a tué des soldats français, etc. Mais on en vient à ça, parce que c'est impossible de faire coalition aujourd'hui. Jean-Paul Perruche, je connais ces questions encore mieux que moi, puisque Jean-Paul, tu as servi à l'OTAN sur des postes stratégiques. Est-ce que tu es d'accord? La CAFOR aussi, accessoire. Oui, la CAFOR, oui, absolument. Et moi, j'ai servi comme officier de réserve sur le terrain dans un commandement otanien avec des Américains. Et là, aujourd'hui, comment vous les justifiez auprès de vos pays d'envoyer des troupes dans une coalition, etc. Voilà. Donc, ça voudrait dire que Trump change, et je ne sais pas s'il peut changer. Général. Surtout à un moment où Trump fustige les Européens pratiquement tous les jours. Les traite de lâches, dit qu'ils ne sont pas fiables. Je pense que c'est pas la meilleure solution quand on veut rallier ses alliés à ses objectifs de procéder de la sorte, si vous voulez. On va parler ensemble d'une étape majeure. C'est qualifié en tout cas comme une étape majeure. La marine américaine a révélé ces toutes dernières heures l'essai d'un système de défense anti-drone laser installé sur le pont d'envol. Je vous parlais des porte-avions. Bien sûr, le pont d'envol du porte-avions USS George W. Bush, utilisé pour détecter, suivre et engager plusieurs drones lors des essais. Encore une fois, il y a faire et faire savoir, puisque les images sont relayées par la marine américaine elle-même. C'est important, toujours dans la stratégie. Alors, qu'est-ce que ces lasers a comme importance et pourquoi, en quoi c'est une étape majeure? C'est vous qui allez tout nous expliquer, en tout cas tout expliquer à nos téléspectateurs. Alors, on parle là d'un laser optique haute puissance. Franchement, moi, ça m'aide pas à y voir un peu plus clair. Donc, pouvez-vous faire les présentations, s'il vous plaît? Oui, alors, quand on parle de laser, on parle d'un rayon à énergie dirigée, à haute puissance. Le laser, quel est son effet? On parle d'un effecteur aussi. Quel est son effet? Il y a deux effets principaux. Premier, c'est l'éblouissement. Et le deuxième, c'est la brûlure. Et donc, dans le cas particulier, ce système d'armes-là, il a cet objectif. C'est un petit peu comme, pour prendre une comparaison accessible à tout le monde, ce sont les rayons du soleil. Vous pouvez être ébloui et vous pouvez être brûlé par les rayons du soleil. Ici, pourquoi on est brûlé? Parce que on a focalisé une énergie très importante sur un tout petit rayon. Et donc, sa pénétration, si vous voulez, à la fois dans l'atmosphère, mais aussi contre une cible, est très forte. Alors on parle de kilowatts, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a suffisamment d'énergie jusqu'à maintenant pour commencer à avoir des effets sur... On sait produire l'énergie suffisante pour avoir des effets par l'intermédiaire d'un rayon laser. C'est relativement nouveau, c'est pour ça que ça apparaît d'ailleurs pour la première fois ici. Brièvement. C'est une première. Oui, c'est une première. En tout cas, en déploiement opérationnel. D'accord. Quels sont les principaux avantages du rayon laser, du système laser? Eh bien, c'est que c'est économique. Vous n'avez pas besoin de gros renforts en munitions, de logistique lourde, etc. C'est pas cher. Pour la première fois, le coût d'un Shahed qui pourrait être intercepté par ce type de système d'armes serait très supérieur au coût du système anti-drone, si vous voulez. Donc, oui, c'est un gros avantage. Les limites, si vous voulez... Très concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Dans la situation qu'on décrit depuis le début de l'émission, qu'est-ce que ça va changer pour les Américains sur le terrain opérationnel? Alors, sur le terrain opérationnel, dans le cas particulier, on l'a mis sur un porte-avions. Pourquoi? Parce que sur un porte-avions, déjà, il n'y a pas un problème d'énergie. Je suis revenu plusieurs fois sur la difficulté qu'il y a à produire durablement l'énergie nécessaire pour utiliser dans le temps ce type de système. Ça, c'est très important. Donc, sur un porte-avions, l'énergie, c'est pas un problème. Mais en même temps, il faut savoir que ce type d'arme, ce type de système
système d'armes est expérimenté sur des véhicules tactiques de l'armée de terre aux États-Unis. Le même système. Vous voyez à peu près le volume, vous voyez, il est composé de quoi ? Il est composé principalement de moyens d'identification de cibles, premièrement. Parce que les cibles à engager avec ces systèmes-là, ce sont des cibles pas trop lourdes et pas trop loin. Parce que plus il y a un amortissement, si vous voulez, de l'efficacité du rayon, plus on va loin, plus il s'affaiblit. Donc ici, on parle plutôt de 2 km pour l'interception de cibles de type Shahed. Et donc, voilà. Et l'autre avantage, c'est qu'on peut le coupler avec de l'intelligence artificielle. Ce qui fait que vous pouvez après avoir un système de sélection des cibles optimisé pour ce type d'armes. Et finalement, qu'est-ce que ça apporte à ce porte-avions ? Eh bien, c'est un moyen complémentaire des autres, des antimissiles, des canons, etc., pour se protéger contre des menaces aériennes, et plus spécifiquement les drones. Merci beaucoup, Général Perruche, c'était très clair. Merci, on a appris beaucoup. Pierre, je me retourne vers vous. L'analyse, encore une fois, et de l'arme, mais du message qui accompagne l'arme. Parce que, je le martèle, ça va finir par fatiguer certains. Il y a faire et faire savoir. On peut être l'armée américaine, mettre ce type de laser et ne pas publier des images pour que tout le monde le sache. Mais... Ben voilà, c'est la communication, c'est une forme de gesticulation pour impressionner. Alors, c'est un outil réel, mais il faudrait qu'il soit démultiplié. Alors, déjà, il est intégré avec le reste des outils, des bâtiments, je dirais avec la fois de l'artillerie, des systèmes de missiles, intercepteurs, de drones, etc. C'est l'ensemble. Mais là, il n'y en a pas suffisamment, me semble-t-il, pour faire véritablement un outil majeur de changement, mais on communique, des images sont données, et vous savez qu'est-ce qui est... Enfin, comment dire, il y a la communication, il y a la réalité sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On a parlé tout à l'heure en Arabie Saoudite de cet aérodrome militaire du prince Sultan qui avait été frappé. Qui est-ce qui le protège aujourd'hui de nouvelles vagues de Shahed si la guerre reprend ? C'est pas le laser, c'est les systèmes ukrainiens. Les Ukrainiens sont présents là-bas avec leurs moyens, leurs systèmes de détection acoustique avancés, avec des systèmes d'interception, avec des systèmes de filets. Et donc c'est moins spectaculaire. Vous n'avez pas le rayon, c'est pas Star Wars, mais voilà, c'est ça la réalité. Et donc on est là-dedans. Un tout petit point. La France est très en avance aussi sur ces systèmes de laser. Elle a au moins un bâtiment qui est équipé, voire plusieurs. Et par ailleurs, il y a quelques semaines, il y a eu un incident grave entre la Royal Air Force, l'aviation britannique, et un avion britannique qui a été illuminé par un système laser russe. Sur un bâtiment de guerre russe qui était considéré qui était trop approché par un avion de la Royal Air Force, il a utilisé le laser dans la configuration que Jean-Paul a rappelé, la configuration illumination pour gêner le pilotage. Donc, c'est une arme qui va avoir des développements compte tenu de ce qui a été dit en termes d'économie, d'intelligence artificielle pour pouvoir adresser des cibles multiples. Et j'ai une question sur mesure pour Elisabeth Shepard-Selam que je suis sur Twitter et je vous encourage à en faire de même puisque non mais franchement c'est passionnant et très décrypté. Est-ce que ce laser dont on communique les images sur un porte-avions, c'est l'arbre qui cache la forêt, voire la misère de la situation en termes de missiles et d'armes du côté des États-Unis. Je précise, info CNN de ces dernières heures, oui, les États-Unis ont utilisé jusqu'à la moitié de certains stocks de missiles. Les Tomahawk ont été largement employés, environ 30% des stocks. Près de 50% des intercepteurs Patriot et THAAD également ont été consommés en quelques semaines et environ 45% des missiles de frappe de précision auraient été utilisés. Et là, problème central, Elisabeth, en vous lisant, je l'ai appris, c'est que le rythme d'utilisation dépasse largement les capacités de production et ça coince du côté des États-Unis avec des risques très concrets à court terme. À des risques très concrets dont certaines parties du gouvernement prévenaient depuis 2003, si mes recherches sont bonnes. C'est-à-dire que si les États-Unis veulent être présents sur des multiples théâtres d'opérations depuis à peu près une vingtaine d'années, notamment au sein du Congrès et des instances des commissions qui contrôle à peu près ce qui se passe, notamment la production et le budget, il prévient en fait que si demain il faut combattre par exemple la Chine et le Taïwan et au Moyen-Orient, en fait on fabrique pas assez et assez vite. On en a parlé en fait
quand on parlait de l'Ukraine et quand on parlait des Tomahawks, et tout le monde disait non, les Américains ont assez. Mais en fait, non. Là, on a la preuve concrète qu'ils utilisent trop vite dans un endroit pour remplacer, et avec des conséquences très concrètes. Les Estoniens, notamment, ont été informés que des missiles, enfin des munitions qu'ils attendaient du gouvernement américain seraient retardées. À d'autres pays scandinaves aussi, d'autres alliés, la Suisse aussi. Donc, c'est vraiment très important de comprendre que c'est pas des choses qui sont nouvelles. Même ce laser, je crois il commence depuis depuis 2020 de les installer. C'est juste qu'ils font de la propagande aujourd'hui. Mais on se rend pas compte que les Américains sont dans la même situation que nous, les Européens. C'est juste qu'ils mettent beaucoup plus d'argent dedans, donc on ne comprend pas exactement comment ils sont arrivés dans cette situation, mais c'est une situation très grave pour la suite. Ils n'avaient pas prévu les stocks parce qu'ils n'avaient pas prévu les guerres à mener aussi. Et là, sur les stocks, il leur faut 2, 3, 4 ans pour les renouveler. Donc on est vraiment au rytme actuel. Donc ils peuvent aussi accélérer en mettant plus d'argent, comme veut le faire Donald Trump. Mais ce qui me paraît extrêmement important, sur les Patriots et sur les THAAD, ce sont les missiles qui protègent, 1, les bases américaines dans le Golfe Persique, 2, les alliés des États-Unis dans le Golfe. Et là, on retrouve la discussion qu'on avait tout à l'heure. A priori, les Iraniens, s'ils voulaient relancer la guerre, la relanceraient sur le Golfe, et là, il pourrait vite y avoir péril. Alors, je vais vous faire écouter quelque chose que vous avez effleuré tout à l'heure, Général Perruche. C'est Gérard Haraud qui dit que tout ça nous montre finalement la limitation de la puissance américaine. Il le dit mieux que moi, alors autant écouter. Gérard Haraud, on en reparle juste après, regardez. C'est la limitation de la puissance américaine, parce que toute cette technologie devant laquelle nous sommes en admiration, eh bien, elle ne leur a pas permis de mettre à genoux un pays comme l'Iran. C'est quand même une leçon, et ça ne leur a pas permis de mettre au genou 53e jour. Ça n'a pas permis de mettre à genoux l'Afghanistan. Ça ne leur a pas permis. Donc, voyons, essayons de nous rendre compte que nous assistons finalement, d'une certaine manière, aux limites de la technologie. Je savais que ça vous ferait réagir, allez-y. Pour avoir un bon usage de la puissance militaire, il faut l'adapter, il faut l'optimiser. Et manifestement, dans la manière de faire des Américains depuis longtemps, il y a une surexploitation de l'armement classique, conventionnel, sur les différents théâtres, pour l'effet produit. Aujourd'hui, si Donald Trump reprenait les bombardements, quel serait le coût-efficacité de ces bombardements en termes d'effet produit ? À mon avis, très faible. Et ça coûterait une fortune, vous voyez. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il vient de réclamer au Congrès une augmentation de 50% du budget de la défense américain. Excusez-moi du peu, mais 1500 milliards par an, ça commence à faire beaucoup pour un budget. Mais il a pris conscience de ce déficit, précisément, de stock, notamment dans les différents matériels critiques. Et il a besoin de renouveler ça et de le faire vite. Alors, le dernier point que je voudrais souligner, quand même, c'est historique. Je rappelle quand même que les États-Unis, quand ils passent en économie de guerre, alors là, ça peut faire très très mal. Reportez-vous aux chiffres des années 43, 44, 45, et vous verrez ce dont est capable la production de l'industrie d'armement américaine. Il y a aussi cette question de l'inadéquation des armes utilisées, c'est-à-dire ce qu'on voyait sur les Tomahawks, les THAAD, pour prendre l'asymétrie du ciel en ce moment. On l'a dit plusieurs fois sur ce plateau, mais il faut le rappeler. Quand un missile ou un essaim de missiles et de drones iraniens arrive sur Tel Aviv, vous avez des intercepteurs. Un jour, j'ai compté le nombre d'intercepteurs. Il y avait une alerte de missiles qui arrivait sur Tel Aviv. Il y a eu 14 intercepteurs tirés pour un missile. Effectivement, le missile a été intercepté. Mais 14 intercepteurs à des coûts faramineux. Je sais même pas, à plusieurs centaines de milliers de dollars. Si vous voulez, et donc, c'est aussi un épuisement, là où les Iraniens, la stratégie iranienne, on en revient toujours à cette question du temps long, c'est ils peuvent tirer pendant, ils tirent peu, mais ils peuvent tirer pendant longtemps et épuiser d'une certaine manière, parce que la plupart des ressources israéliennes d'interception sont d'origine américaine. Donc ce stock, j'allais dire, il est pas commun, évidemment, c'est pas la même poche, mais si les Américains ne peuvent plus fournir de défense aux pays du Golfe ou à Israël, il va y avoir un souci. Et Pierre Servan, est-ce que Donald Trump, j'ai commencé l'émission en expliquant qu'il y a eu cette déclaration assez forte d'un proche du président américain auprès d'Axios qui dit qu'il a pris la décision, le président américain, d'arrêter cette guerre. Mais n'a-t-il d'autre choix en réalité? Parce que je ne dirais pas que le roi est nu, mais la première puissance mondiale est en train de se déshabiller face à celui qui, je sais, vous intéresse, Xi Jinping. Oui, parce que c'est quand même tout à fait extraordinaire que dans ce paysage-là, celui qui apparaît comme le calme. Alors, moi, je dis toujours, la Chine, c'est un régime totalitaire. Donc, c'est pas, faut arrêter de
voilà, il faut composer avec la Chine, mais voilà. Mais celui qui apparaît comme maître du jeu, et ce qui est assez étonnant dans le rôle de la Chine ou de la Russie dans cette guerre et frappant, enfin contribuant à la frappe d'intérêts militaires américains, eh bien Trump manifeste à leur égard, ce qui montre bien cette espèce de collusion avec les grands prédateurs, montre à l'égard de ces pays une décontraction, une certaine comment dirais-je, compréhension de leurs intérêts. Ce qui renforce ce que nous disions tout à l'heure, c'est comment rentrer en guerre aux côtés d'une Amérique trumpienne quand on voit que ces solidarités vont vers ce type de pays. Et juste un dernier chiffre pour aller dans le sens de tout ce qui a été dit. Le président Zelensky rappelait que en 4 ans de guerre en Ukraine, il avait consommé le nombre de missiles patriotes que les Américains ont consommé avec leurs alliés en 40 jours de guerre. En 40 jours de guerre, c'est 4 ans de guerre de haute intensité en Ukraine. Donc effectivement, là, il y a un problème. Et on revient à une chose, la guerre, c'est l'anticipation. Et Lucas, vous avez raison de rappeler l'effort de guerre colossal, ou Jean-Paul, de l'industrie américaine. La question, c'est est-ce que Trump a le temps ? Est-ce qu'il a le temps politique ? Et la volonté de passer en économie de guerre. Ben voilà. C'est ça le problème. Ce serait. Je voudrais juste garder, il nous reste très peu de temps, mais il y a une phrase moi, qui m'a beaucoup marqué Donald Trump ces dernières heures. C'est l'un de ses paris, c'est l'effondrement économique, le gouffre économique pour l'Iran. Il a dit l'Iran meurt de faim pour du cash. Il affiche une perte de 500 millions de dollars par jour pour les Iraniens. C'est un pari perdant de miser sur l'effondrement économique iranien. L'histoire a prouvé que l'Iran pouvait n'en avoir rien à faire de sa population économiquement parlant et avait les ressources pour tenir. Oui, parce que, alors, toujours difficile, hein, si vous voulez, tous les régimes dictatoriaux, 30 secondes avant qu'ils s'effondrent, ils étaient en pleine santé. Charles Assad. Entre guillemets, on en a des multiples exemples. Hein. Le bloc soviétique, il s'est effondré, il était très solide. Néanmoins, là, la capacité de résilience et le goût du martyr, c'est-à-dire cette espèce de culture de la souffrance qui est liée à la façon dont le chiisme s'est construit avec notamment la mort d'Hussein, le petit-fils du prophète. Lucas connaît ça par cœur, la bataille de Kerbala, etc. C'est-à-dire que les Iraniens ont formaté leur délégation à Islamabad, la première, sur un format historique qui relie le nombre de représentants de la délégation iranienne au nombre de disciples tués avec Hussein lors de combats à Kerbala au début du 7e siècle. Donc voilà, donc c'est des rapports au temps différents, mais peut-être que ce régime est au bout du gouffre, ou peut-être qu'il n'y est pas, parce que de toute façon le gouffre, il adore, et il se nourrit de ça, de la mort, du martyr. Merci beaucoup Pierre Servan, merci beaucoup Elisabeth Shepard-Selam, merci beaucoup à vous Xavier de Giacomoni, merci Lucas Manger, merci beaucoup Général Perruche, merci bien sûr à vous de nous avoir regardés, et vous pouvez nous écouter, vous saisissez le QR code qui est juste en bas, vous scannez, vous flashez, et vous nous retrouvez sur toutes les plateformes habituelles.